Avec l'arrivée du printemps et l'approche de la saison de reproduction, un renard roux solitaire part à la recherche d'une femelle. Ce beau gosse rusé a détecté les phéromones d'une renarde en chaleur à proximité et n'hésite pas à la poursuivre. Ayant atteint la maturité sexuelle, le besoin d'établir un partenaire avec qui se reproduire est impératif, donc ce guerrier fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Cependant, comme tout ce qui se passe dans la nature, ce ne sera pas une tâche facile. Malheureusement pour lui, l'odeur de la femelle en chaleur a attiré d'autres mâles ayant le même désir de se reproduire. Et comme aucun des deux n'est prêt à reculer, le chemin est balisé. Ils devront se battre pour avoir le droit de s'accoupler. La bataille rangée commence par une série de vocalisations agressives, à travers lesquelles les prétendants se menacent les uns les autres. Ces grognements et aboiements intimidants, associés à des démonstrations posturales de domination, avec des regards perçants et des queues levées, suffisent à inciter les plus faibles à se retirer à la recherche d'autres opportunités. Pour les deux mâles restants, de simples avertissements de leur rival ne suffiront pas, car tous deux sont déterminés à se reproduire cette saison. Et avec une volonté de fer, ils se frayent un chemin dans le combat. Après une série de morsures et de griffures solides qui ont résonné dans la sereine vallée alpine, la courte bataille a pris fin. L'un des renards, dans une impressionnante démonstration de domination physique, a réussi à renverser son adversaire. Heureusement pour lui, les blessures infligées lors du combat n'ont pas été mortelles. Et même s'il doit continuer à errer comme un loup solitaire pour le moment, il aura la chance de survivre un autre jour dans les régions sauvages de la Suisse. Au travers d'une parade nuptiale comprenant de douces caresses et des léchages, le mâle triomphant s'approche de la femelle pour l'accouplement. Après l'accouplement, qui peut durer environ 30 minutes, le couple nouvellement formé se prépare au défi à venir, car ils doivent travailler en équipe pour assurer la survie de leur future progéniture. Avec une période de gestation de seulement 50 jours, le couple de renards n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à l'arrivée des petits. Immédiatement, tous deux coopèrent pour préparer le terrier. En creusant avec des mouvements rapides de leurs pattes avant, ils éliminent tout excès de terre de leur maison, leur permettant de se déplacer facilement dans les tunnels de la grotte. Les renards roux établissent généralement leur tanière sur les pentes des montagnes ou parmi les racines des arbres. Cependant, ce chien rusé n'a pas tendance à se contenter d'une seule tanière. Pour assurer leur survie, ils créent une série d'abris secondaires sur tout leur territoire, où ils peuvent se réfugier du froid brûlant de l'hiver ou échapper à la traque furtive d'un prédateur. Pendant que la femelle termine de nettoyer le terrier, le mâle part à la chasse, car, contrairement à d'autres espèces animales, ce spécimen n'abandonnera pas son partenaire monogame. Durant la période de gestation, le renard roux travaille dur pour obtenir de nouvelles proies à offrir à la femelle et, dans un avenir pas trop lointain, à ses petits sans défense. Bien qu'il s'agisse d'une espèce omnivore, capable de se nourrir de baies et de fruits sauvages, ce prédateur préfère un morceau de viande fraîche chaque fois que possible. Compte tenu de leur taille de 80 cm de hauteur au garrot et d'un poids moyen d'une dizaine de kilos, les très grosses proies comme les ongulés sont hors de portée de ces renards audacieux. Cependant, le canidé féroce a à sa disposition d'innombrables espèces, notamment des petits rongeurs comme les marmottes et les campagnols, divers oiseaux, des reptiles et quelques insectes, avec lesquels satisfaire son appétit vorace. Parfois, ce carnivore compact mais vif a même recours à l'abattage excessif, tuant plus d'animaux qu'il ne peut en consommer, laissant derrière lui une traînée de carcasses. À la tombée de la nuit, et après plusieurs heures de recherche de nourriture sans succès, l'ouïe précise du canidé lui permet de détecter le grondement dans l'herbe d'un lièvre arctique distrait à plus de 500 pas de distance. Aussitôt, profitant de la couverture offerte par le terrain, il s'approche de sa cible avec une marche furtive. Une fois vu de près, ce prédateur habile se prépare à bondir. Poussant avec ses puissantes pattes arrière, il s'élève du sol et atterrit à 2 mètres de distance sur la victime terrifiée. Pour celle-ci,
Il est déjà trop tard. Son imprudence a abouti à une issue fatale. Cependant, ce qui est triste pour certains est un signe de soulagement pour d'autres, car grâce au sacrifice du lièvre, le renard roux s'est équipé de viande fraîche à ramener dans sa tanière, où la femelle se prépare à l'arrivée de ses petits. Après la naissance de la nouvelle portée de 5 oursons, la mère reste avec eux à l'intérieur du confortable abri, car, étant nés aveugles et incapables de réguler leur température corporelle, ils dépendent entièrement d'elle pour la nourriture et la chaleur. Durant le premier mois de leur vie, ils se nourrissent exclusivement de lait maternel, tandis que le père continue d'apporter de la nourriture à la maison pour que la femelle puisse supporter ce travail ardu. Après ce temps, les petits commencent à s'aventurer dans le monde extérieur fascinant mais dangereux. Même si c'est toujours leur père qui est chargé de chasser pour les nourrir, s'ils veulent survivre, ces prédateurs en développement devront apprendre l'art de chasser par eux-mêmes. Heureusement pour eux, leurs parents protecteurs les accompagneront pendant au moins 7 mois, où ils leur enseigneront chacune de leurs techniques de mise à mort élaborées. Alors que le temps presse et que l'hiver approche, les renardeaux roux n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre à survivre à la faune cruelle des Alpes suisses. Tandis que le couple de renards roux instruit les plus jeunes dans les imposantes montagnes escarpées, la chèvre de montagne explore les pentes à la recherche de sources de nourriture. Cette espèce herbivore a passé une grande partie du printemps et de l'été à se nourrir des herbes et des graminées fraîches qui poussent dans les paysages verdoyants des prairies alpines. Cependant, à l'approche de l'hiver, les pousses vertes succulentes semblent de plus en plus rares, et le besoin de trouver de la nourriture affecte le groupe des bouquetins des Alpes. Avec des paysages recouverts d'un manteau de neige blanche et des températures descendant en dessous de zéro, trouver une source de nourriture pour le pâturage devient de plus en plus difficile. C'est pourquoi cet ongulé consacre une grande partie de sa journée à la tâche ardue de satisfaire son appétit. Mesurant 90 cm au garrot et pesant jusqu'à 110 kg, cet animal robuste ne se contente pas de miettes. Un spécimen adulte doit à lui seul consommer environ 4 kg de végétation par jour s'il veut conserver son physique implacable. Heureusement, grâce à ses sabots acérés et largement espacés, ainsi qu'à ses coussinets caoutchouteux entre les orteils qui assurent la friction et servent de moyen de préhension, la chèvre de montagne est une excellente grimpeuse. Cela lui permet de gravir les pentes abruptes et les terrains accidentés des zones montagneuses à la recherche de nourriture. Même confrontés à des pénuries alimentaires, ou lorsqu'ils doivent rivaliser pour des ressources précieuses avec d'autres espèces comme le cerf élaphe ou le chamois, ces ongulés agiles sont capables de grimper à des altitudes dépassant les 3000 mètres. Tout cela dans le but de trouver une trace de buisson, voire de mousse, pour se nourrir. Lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture dans les conditions hivernales rigoureuses, la chèvre de montagne sort le grand jeu. C'est pourquoi, dans un premier temps, il préfère explorer les pentes exposées au sud, où la couverture neigeuse est moins dense et la végétation fraîche en dessous plus accessible. Après cela, le bouquetin affamé utilise ses sabots puissants pour creuser profondément dans la neige blanche, jusqu'à atteindre l'herbe verte au fond. Cette tactique permet sans aucun doute à l'ongulé de survivre aux rudes conditions hivernales des Alpes suisses. Bien que la chèvre de montagne soit active la nuit pendant l'été, lorsque tombe la froide nuit d'hiver, le mammifère infatigable décide de chercher un endroit chaud pour se réfugier des basses températures. Bien que, contrairement à d'autres espèces, cet ongulé ne construise pas seul un abri, il sait tirer parti des conditions du terrain. La nuit, il se réfugie sur des affleurements rocheux pour se protéger des fortes rafales de vent ou dans certaines grottes qu'ils trouvent en chemin, où ils trouvent une plus grande protection contre les intempéries. Lorsque le soleil se couche derrière les sommets enneigés et que le froid commence à s'emparer des vallées alpines, la montagne change de main. Ce qui appartient aux cerfs, aux marmottes et aux chamois pendant le jour se rend la nuit à un autre type de souverain, celui qui n'a pas besoin de s'imposer par la force visible, mais règne plutôt dans l'invisibilité.
dans le mystère, dans la conjonction parfaite du silence et de la létalité. Tout en haut d'un rebord rocheux couvert de ténèbres, le hibou grand-duc se réveille. Ses immenses yeux orange lumineux s'ouvrent lentement, capturant même la moindre lueur de lumière. Ce sont des yeux faits pour voir dans l'obscurité, pour lire le langage secret du vent, pour détecter le moindre mouvement au loin. Il n'a pas besoin de l'agitation de la jungle ou de la vie vibrante des plaines. Son royaume, ce sont les solitudes, les ravins profonds, les falaises où l'écho de son vol ne se fait jamais entendre. Le hibou grand-duc est le plus grand de son espèce en Europe. Il peut atteindre une envergure de près de 2 mètres et peser jusqu'à 4 kilos. Mais sa véritable puissance ne réside pas dans sa taille, mais dans sa précision absolue. Chaque plume de son corps est conçue pour un vol silencieux. Chaque mouvement de battement est un mouvement parfaitement calibré pour ne pas perturber l'air. Il ne chasse pas par la force brute, mais par une maîtrise totale de l'art de la traque. Dès que le froid de la nuit s'installe sur les vallées, la chouette quitte sa cachette. D'une simple poussée de ses puissantes pattes à plumes, il se lance dans le vide. Déploie tes ailes. Ça glisse. Il n'y a pas de coup visible, pas d'effort apparent. Il flotte comme un spectre parmi les ombres, se confondant avec le noir de l'abîme, avec le bleu-gris de la neige sous la lumière des étoiles. Son ouïe, encore plus fine que sa vue, capte le moindre bruissement dans la couverture de feuilles sèches. Un mulot, un jeune lièvre, un petit renard distrait, chaque son raconte une histoire. Vous n'avez pas besoin de voir pour chasser. Il peut localiser sa proie simplement par le frottement d'une patte dans la neige, par le battement d'une aile nerveuse dans les buissons. Il glisse sur les prairies gelées, attentif à chaque vibration, à chaque éclair. Leur stratégie est simple et dévastatrice. S'approcher sans se faire remarquer, calculer le moment exact, descendre dans une attaque éclair. Lorsqu'il tombe, il le fait avec la force d'un projectile. Ses griffes acérées comme des rasoirs, avec une pression capable de briser les os, se rapprochent de sa cible avant même qu'elle ne réalise qu'elle a été détectée. Contrairement à d'autres chasseurs, le hibou grand-duc n'a pas besoin de longues poursuites. Son succès réside dans le premier coup. Une erreur serait coûteuse. Dans les montagnes, où chaque calorie compte, chaque chasse ratée peut signifier des jours de faim. Sa technique a donc été perfectionnée au cours de millions d'années d'évolution. Cela ne se limite pas aux petites proies. Lorsque l'occasion le permet, il attaque des animaux plus gros. Des marmottes sans méfiance à l'entrée de leur terrier, de jeunes chamois piégés dans un ravin et même d'autres prédateurs plus petits. Son audace est légendaire. Sa réputation, redoutée. Le hibou ne vit pas seul sur un coup de tête. Sa solitude est son avantage. Vous n'êtes pas obligé de partager vos chasses. Ne participe pas à une compétition en groupe. Son territoire peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés, un domaine qu'il patrouille régulièrement, apprenant chaque rocher, chaque sentier caché, chaque nid de fortune. Durant l'hiver, lorsque la neige recouvre les pâturages et que la vie semble se retirer dans ses terriers, leur tâche devient plus ardue. Les proies sont rares. La compétition, féroce. Mais c'est aussi à cette époque que sa maîtrise brille le plus. Là où d'autres prédateurs doivent se retirer ou migrer, le hibou grand-duc reste. Adaptez votre alimentation. Regardez dans des endroits moins évidents. Apprenez à lire les petits signes que la vie laisse derrière elle. Une trace dans la neige, une empreinte à peine visible, un souffle chaud dans l'air glacial. Quand il ne chasse pas, il passe son temps à surveiller. Il se perche sur de hauts rochers, sur des branches sèches d'arbres solitaires, sur des corniches naturelles. Là, sous la couverture des étoiles, il reste immobile. Seuls ses yeux bougent, scrutent le paysage, calculent, attendent. Il n'agit pas par impulsion. Sa patience est infinie. Il sait qu'en montagne, l'opportunité ne récompense pas les pressés, mais les patients. La reproduction est un autre défi dans leur vie en haute altitude. Au milieu de l'hiver, alors que la plupart des espèces résistent encore au froid, le hibou grand-duc pense déjà à l'avenir. Il choisit des crevasses protégées dans les falaises ou des zones inaccessibles entre les rochers pour établir son nid. La femelle pond entre 1 et 4 œufs et pendant des semaines, elle s'en occupe sans relâche tandis que le mâle se charge de leur fournir de la nourriture.
Le taux de survie n'est pas élevé. Les jeunes sont vulnérables aux intempéries, aux attaques d'autres prédateurs et aux pénuries alimentaires. Mais ceux qui parviendront à surmonter les premières étapes deviendront de nouveaux gardiens de la nuit, de nouvelles ombres silencieuses qui perpétueront la domination du hibou sur les Alpes. Malgré sa perfection en tant que chasseur, sa vie n'est pas sans menace. L'expansion humaine, la construction d'infrastructures touristiques dans les zones montagneuses et le déclin des proies naturelles dues à la pression exercée par le bétail ont mis en danger de nombreuses populations de grands-ducs. Bien que résilients et adaptables, ils nécessitent de vastes étendues de territoires non perturbés. Leur nature insaisissable ne tolère pas bien la proximité constante des humains. Certains individus s'adaptent en chassant à proximité des agglomérations rurales, profitant de l'abondance des rongeurs. Mais la plupart restent fidèles aux coins les plus inaccessibles de la montagne, où le vent coupe comme des couteaux et où la neige recouvre chaque recoin du paysage. Là, entre silence absolu et pierres éternelles, ils continuent de régner. Quand l'aube colore de rose les sommets enneigés, la chouette retourne à son refuge. Il se retire dans l'ombre, repliant ses ailes comme s'il fermait le rideau d'un théâtre que lui seul dirige. La nuit s'estompe. Les premiers chants des oiseaux diurnes commencent à remplir l'air. Les herbivores quittent leur cachette. Le jour revendique sa domination. Mais le hibou grand-duc n'a pas disparu. Il ne fait que dormir, attendant le prochain coucher de soleil, le prochain acte de son règne perpétuel et invisible. Car dans les Alpes, quand l'obscurité revient, le véritable gardien ouvre à nouveau les yeux. Lorsque le brouillard descend des sommets et s'abat sur les vallées alpines comme une marée épaisse, les formes de la forêt changent. Les arbres deviennent des fantômes silencieux, les rochers ressemblent à des monstres endormis, et les sons sont étouffés comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans ce décor éthéré, au milieu des ombres et des murmures, une figure émerge avec la solennité d'un souverain ancestral, le cerf Elaf. Sa présence n'a pas besoin d'être annoncée avec éclat. La silhouette se dessinant sur la brume, les bois dressés comme des couronnes naturelles, la démarche lente mais ferme qui transmet la puissance sans arrogance, suffisent. Le cerf Elaf est l'esprit vivant des Alpes. Un témoignage de résilience, d'adaptation et de survie à travers les âges. Les mâles adultes, imposants et musclés, peuvent peser jusqu'à 250 kg. Leurs bois, qu'ils renouvellent chaque année, sont de véritables symboles de statut et de force. Chaque nouveau conseil est un exploit, une cicatrice de bataille, un signe de maturité. Ce ne sont pas seulement des armes, ce sont des narrateurs silencieux d'histoires de confrontations, d'hivers surmontés et de leadership contesté. Pendant une grande partie de l'année, les cerfs vivent dans une paix relative. Les femelles et leurs petits forment des groupes cohérents, se déplaçant à la recherche de nourriture le long des pentes basses et des clairières entre les forêts. Les mâles, quant à eux, restent solitaires ou en petits groupes, distants, accumulant silencieusement des forces pour le grand événement qui dictera leur destin, la saison du rut. Alors que l'été cède la place aux premiers frissons de l'automne, quelque chose change dans l'air. Les feuilles commencent à devenir dorées et écarlates, les vents apportent des arômes de terre humide et de résine, et un son profond et guttural commence à résonner dans les vallées. C'est l'appel du rut, le rugissement ancestral des cerfs qui se disputent le droit de perpétuer leur lignée. À cette époque, la forêt devient le théâtre de défis. Les mâles dominants rassemblent des harems de femelles, patrouillent inlassablement leur domaine, chassent les rivaux moins importants et rugissent sans relâche, annonçant leur force, leur volonté invincible de se battre. Leur corps, gonflés de désir et d'adrénaline, se déplacent comme des tours vivantes parmi les sous-bois. Les combats, lorsqu'ils ont lieu, sont brutaux mais brefs. Deux hommes se font face, mesurant leur force avec leurs regards, dessinant leurs corps en cercles tendus. Puis, sans prévenir, leurs bois s'entrechoquent dans un fracas sec qui résonne à travers les arbres. Ils poussent, ils luttent, ils tournent sur eux-mêmes. Le combat ne vise pas à tuer, mais à démontrer sa supériorité. Seuls les plus forts, les plus résistants, les plus déterminés prendront le contrôle du harem. Parfois le vaincu s'enfuit blessé. Parfois, la lutte laisse des cicatrices qui vous marquent à jamais.
La mort est rarement l'issue, mais chaque combat a son prix. L'énergie perdue, les blessures ouvertes, la vulnérabilité qui demeure même après la victoire. Pendant ce temps, les femelles regardent, non pas de manière passive, mais en tant que juges naturels authentiques. Ils choisissent le gagnant, le porteur des gènes les plus aptes, celui qui garantit la survie de leur progéniture dans un monde d'hiver mortel et de prédateurs qui guettent. Une fois le rut terminé, les mâles dominants s'accouplent avec les femelles dans un court laps de temps de quelques semaines. Puis, épuisés, ils quittent le groupe et retournent à leur solitude pour reprendre des forces. Pendant ce temps, les femelles se préparent à la longue gestation qui culminera au printemps suivant, lorsque les champs se rempliront d'herbes fraîches et que les rivières débordantes chanteront le dégel des glaces. La vie du cerf élaphe est intrinsèquement liée aux saisons. En été, il se nourrit des herbes abondantes des prairies alpines, accumulant ainsi de la graisse vitale pour l'hiver. Avec l'arrivée du froid, ils descendent vers des altitudes plus basses, cherchant refuge dans les forêts de conifères, où la neige ne recouvre pas complètement le sol et où il est encore possible de trouver des pousses, des écorces et des lichens. L'hiver est une épreuve d'endurance. Les températures descendent en dessous de zéro, la nourriture se fait rare et les routes deviennent dangereuses. Les cerfs minimisent leur activité, conservant leur énergie en se déplaçant uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. L'épaisseur de sa fourrure, adaptée pour retenir la chaleur corporelle, est sa meilleure défense contre la mort blanche qui recouvre tout ce qui l'entoure. Mais même ainsi, l'hiver laisse des traces. Les cerfs les plus vieux, les plus faibles, les plus malades, sont laissés pour compte. Certains meurent de faim. D'autres deviennent la proie des loups, qui se cachent dans l'ombre, toujours à l'affût du moindre signe de faiblesse. Il n'y a pas de pitié sur la montagne, seule la loi naturelle. Le cerf rouge n'est cependant pas une victime passive. C'est un maître de l'évasion. Leurs sens sont extrêmement développés. Leur ouïe détecte le moindre craquement sous la neige. Leur odorat perçoit l'odeur d'un loup caché à des centaines de mètres. Ses muscles puissants lui permettent de gravir des pentes impossibles, de traverser des ravins gelés et de s'échapper vers des hauteurs où peu de prédateurs osent le suivre. Avec l'arrivée du printemps, la vie reprend vie. Les herbes poussent, les rivières s'éveillent, les prairies se remplissent de fleurs. Les femelles donnent naissance à leurs petits dans des coins cachés, loin des regards hostiles. Les faons, tachetés de blanc pour se fondre dans la lumière changeante de la forêt, sont fragiles, mais incroyablement adaptables. Ils apprennent à marcher en quelques heures, courront dans quelques jours, se cacher au premier battement de peur. Le cycle continue, année après année, génération après génération. Le cerf élaphe ne survit pas seulement dans les Alpes, il les définit. Son pas lourd mais agile façonne les sentiers cachés entre les arbres. Son mugissement est l'écho vivant des montagnes. Leur résilience est la preuve la plus palpable qu'au cœur de la nature. La vie persiste non pas par la force brute mais par l'adaptation, l'intelligence et une volonté inébranlable de perdurer. Et quand la brume redescend sur les vallées, quand le vent apporte avec lui le parfum de la terre mouillée et de l'écorce vivante, la silhouette du cerf élaphe se dresse à nouveau à l'horizon. Ferme, majestueux, éternel. La preuve que dans les Alpes, comme dans tous les coins sauvages du monde, la vie continue. Peu importe le froid, la pénurie ou les défis. La seule chose qui compte, c'est de bouger. La seule chose qui compte, c'est la persévérance. La seule chose qui compte, c'est de continuer à battre. Lorsque la neige recouvre les sentiers et que les vallées alpines se transforment en une mer blanche infinie, la vie semble s'arrêter. Les arbres nus craquent sous le poids de la glace. Les rivières gèlent sur place, piégées dans un hiver apparemment éternel. L'air est si froid que chaque respiration forme de petits fantômes qui disparaissent dans le vent. Mais sous cette apparence de calme glacial, quelqu'un bouge. De légères empreintes de pas sont laissées dans la neige, à peine perceptibles pour l'œil non averti. Ce ne sont pas des empreintes erratiques, mais plutôt marquées par un but, par une direction claire. Le loup avance, sous la nuit étoilée, comme une autre ombre dans le paysage. Le loup alpin est un voyageur infatigable, un chasseur au long cours, un stratège du froid. Doté d'une fourrure épaisse et d'oreilles alertes,
Sa silhouette se fond dans les reflets argentés de la neige. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Chaque pas est mesuré, chaque mouvement économise de l'énergie. Dans ces terres impitoyables, le gaspillage fait la différence entre la vie et la mort. Malgré sa réputation de chasseur féroce, le loup ne trouve pas toujours l'abondance que sa renommée suggère. La chasse dans les Alpes n'est pas une tâche facile. Le terrain accidenté, les tempêtes soudaines et la rareté des proies en hiver conspirent contre lui. Mais sa force n'a jamais résidé dans la facilité mais dans l'adaptabilité. Il peut parcourir plus de 30 km en une seule nuit à la recherche de nourriture. Vous pouvez passer des jours à jeun, sans abandonner, sans désespérer. Leur plus grand avantage n'est pas leur vitesse ni leur taille, mais leur meute. Le loup est avant tout un être social. Sa famille est sa force. Ensemble, ils chassent. Ensemble, ils protègent. Ensemble, ils survivent. Chaque membre de la meute a un rôle. Il y a des éclaireurs qui traquent leur proie, des poursuivants qui épuisent leur cible et des finisseurs qui frappent au dernier moment. La coordination est totale. Il n'y a pas de cris, pas de signes visibles. Seuls des regards, des postures, des mouvements imperceptibles qui transmettent des ordres clairs. Lorsqu'ils localisent leur proie, l'attaque est une chorégraphie précise. Si la cible est petite, comme un lièvre alpin, la chasse peut être terminée en quelques minutes. S'il est de grande taille, comme un cerf rouge adulte, la stratégie devient plus élaborée. Tout d'abord, le troupeau sépare les individus les plus faibles ou les plus jeunes du groupe principal. Il les poursuit ensuite jusqu'à les épuiser, en utilisant les virages pour maintenir la pression. Finalement, lorsque la victime vacille, les loups l'entourent et attaquent simultanément. Ce n'est pas un spectacle propre ou élégant. C'est brutal, nécessaire, efficace. Chaque fibre de son être est conçue pour cet acte. Il n'y a pas de cruauté, seulement l'urgence de la survie. Et lorsque le travail est terminé, le troupeau se nourrit ensemble, suivant un ordre de hiérarchies invisibles, où les chefs mangent en premier et les jeunes attendent leur tour. La neige est votre allié, mais aussi votre ennemi. Le son voyage plus loin dans le froid, ce qui rend la surprise plus difficile à obtenir. Les empreintes de pas trahissent leur passage. L'énergie qu'ils doivent dépenser pour se déplacer dans la neige profonde est considérable. Chaque décision compte. Chaque chasse ratée est un coup porté à leur réserve. Mais leur résilience est légendaire. Il peut survivre à des températures qui feraient frissonner des animaux plus robustes. Il peut s'adapter à des régimes alimentaires changeants. Il chasse les rongeurs lorsque les cerfs ne sont pas là. Il fouille les débris lorsqu'il ne peut pas en tuer. Il peut même se déplacer entre les altitudes, descendant dans les vallées à la recherche de nourriture ou remontant vers des zones plus inaccessibles pour éviter le contact humain. Car si la nature représente un défi constant, le plus grand danger pour le loup reste l'humain. Pendant des siècles, les loups ont été persécutés sans relâche en Europe. Les mythes, la peur et la compétition avec les bergers les ont transformés en ennemis publics. Chassés, empoisonnés et rassemblés, ils ont disparu de vastes régions des Alpes pendant une grande partie du XXe siècle. Leurs hurlements, qui résonnaient autrefois comme une partie de l'âme même des montagnes, ont disparu de la mémoire collective. Mais la nature a une manière particulière de récupérer ce qui lui appartient. Au cours des dernières décennies, grâce aux efforts de conservation et aux changements dans les politiques de gestion de la faune, les loups ont fait leur retour. D'abord timidement, puis avec plus de présence. Des groupes venus d'Italie et de France ont traversé les frontières humaines invisibles pour reconquérir leurs anciens territoires. Aujourd'hui, les Alpes sont à nouveau leur foyer, même si vivre ensemble n'est pas toujours facile. La relation entre les loups et les humains reste tendue. Les attaques occasionnelles contre le bétail alimentent de vieilles craintes. Mais il y a aussi de l'admiration, du respect, voire de la coopération dans certaines communautés qui ont appris à cohabiter avec eux en protégeant leurs troupeaux sans recourir à la violence. Le retour du loup ne signifie pas seulement le rétablissement d'une espèce, mais aussi la restauration d'un équilibre écologique qui avait été perturbé. Dans les forêts et les vallées où les loups sont présents, les populations de cerfs et de chevreuils sont naturellement régulées. La végétation reprend. Les écosystèmes s'épanouissent en complexité et en santé. Le loup, en tant que grand prédateur, agit comme un architecte invisible du paysage. Pendant la journée, le troupeau se repose dans des endroits cachés. Fourrés denses, canyons profonds, grottes naturelles. Ils se blottissent les uns contre les autres,
partageant la chaleur corporelle et protégeant les jeunes. Les chiots, nés au printemps, jouent entre eux, pratiquant les mouvements qu'ils perfectionneront un jour lors de vraies chasses. Les adultes les observent attentivement, corrigeant avec de doux grognements, guidant avec patience. Quand la nuit tombe, tout change. Les loups se réveillent, étirent leur corps et se saluent en touchant leur museau et leur cou. L'air de la nuit les appelle. Et puis ils lèvent la tête vers le ciel et hurlent. Le hurlement du loup n'est pas un simple son. C'est une déclaration. Un message d'appartenance, de localisation, de coordination. C'est aussi un avertissement aux autres meutes. Ce territoire est occupé. Cette forêt, cette vallée, cette montagne a un propriétaire. Le son voyage sur des kilomètres à travers les montagnes, rebondissant sur les parois rocheuses, enveloppant tout dans une vibration ancienne qui semble rappeler à chaque créature que, malgré tout, la nature continue de vivre. Et ainsi, dans le silence hivernal des Alpes, où le vent coupe comme des couteaux et la lune projette de longues ombres sur la couverture blanche, les loups se déplacent. Ce ne sont pas des fantômes, même si beaucoup les confondent avec eux. Ils sont la vie en mouvement. Ils sont les gardiens d'un équilibre qui existait bien avant que les chemins ne soient tracés et les sommets conquis. Ils continuent d'avancer, pas à pas, à travers la neige vierge, ne laissant derrière eux que des empreintes de pas et un écho qui s'estompe dans l'immensité de la forêt. Car tant qu'il y aura des loups dans les Alpes, la nuit ne sera jamais vide. Il y aura toujours quelque chose qui bouge au bord de la vision. Quelque chose qui appartient à la montagne autant que le vent, la roche et la neige. Les montagnes, à leur sommet, offrent un silence différent de celui des vallées. Ce n'est pas le silence absolu de l'abîme, mais un silence plein de tension. Là-haut, là où le vent est constant et la neige ne fond jamais complètement, la vie semble avoir abandonné. Mais si vous vous arrêtez suffisamment longtemps, si vous regardez attentivement le paysage blanc et rocheux, vous remarquerez quelque chose qui bouge. Un scintillement sur le bord d'un rocher. Une ombre qui se fond dans la neige. Quelque chose de petit, rapide, presque imperceptible. Il s'agit du lièvre variable, aussi appelé lièvre alpin, spécialiste de la survie, champion du camouflage, une créature qui a fait de la lisière son foyer. Le lièvre variable ne cherche pas refuge dans les forêts denses ou les vallées tempérées. Il préfère la hauteur, les terrains difficiles, les falaises balayées par le vent. Son corps a été sculpté pour résister à ce que les autres évitent. Son pelage change au fil des saisons. En été, il prend des tons bruns et ocre, adaptés au sol caillouteux et à la végétation clairsemée. En hiver, il devient complètement blanc, comme la neige qui recouvre le monde. Seules les extrémités de ses oreilles conservent un petit bord sombre, comme une signature personnelle. Cette capacité à s'intégrer n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le lièvre variable n'est pas un prédateur, c'est une proie, toujours. Tout chez elle est fait pour ne pas être vu. Ses pattes arrière longues et puissantes en font une explosion de vitesse. Ses yeux, situés sur les côtés du crâne, lui confèrent un champ de vision presque complet. Leurs oreilles mobiles captent les plus petits sons, même sous la neige. Et son instinct, aiguisé par des générations de persécution, lui permet d'anticiper le danger avant même qu'il n'apparaisse. Pendant la journée, il reste la plupart du temps immobile, caché parmi les rochers ou sous de petits buissons, se protégeant du froid et des regards des aigles et des hiboux. Il ne bouge que lorsque le soleil commence à se coucher ou lorsqu'il a besoin de se nourrir. Leur régime alimentaire n'est pas varié, mais il est résistant. Manger des herbes, des écorces, des lichens, des pousses, tout ce qui est disponible à chaque saison, peut survivre avec peu. Son estomac est efficace, son métabolisme est réglé au minimum. Mais ce qui le rend vraiment admirable, c'est sa capacité à naviguer sur les terrains les plus hostiles. Alors que d'autres espèces fuient la neige profonde, elle la traverse naturellement. Ses pattes, recouvertes d'une épaisse fourrure, agissent comme des raquettes qui répartissent le poids et l'empêchent de couler. Il peut courir, tourner, sauter et grimper sur des surfaces glacées avec une agilité étonnante. Et quand c'est nécessaire, il disparaît d'un seul coup, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière blanche. Le lièvre alpin ne vit pas en grands groupes. Elle est discrète, solitaire, réservée. Cependant, dans certaines zones, on peut le trouver en petite concentration, notamment en hiver,
lorsque la nourriture est rare et que certaines zones deviennent plus attrayantes. Malgré sa nature vulnérable, il sait s'adapter. Il sait mesurer ses mouvements. Elle sait quand rester sur place et quand voler au-dessus de la neige. Mais malgré toutes leurs compétences, la menace est toujours présente. Depuis le ciel, l'aigle royal observe. Depuis l'ombre de la forêt, le lynx attend. De loin, le hibou grand-duc planifie sa descente. Et lorsque les loups viennent à la recherche d'une proie facile, le lièvre est l'un des premiers sur leur liste. Chaque jour est un pari. Chaque nuit, un test. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de place pour l'erreur. La stratégie est donc de ne pas être. Ne pas être. Ne pas se démarquer. Passer inaperçu. Faites partie du paysage. La reproduction a lieu au printemps, lorsque la neige commence à se retirer et que les vallées s'ouvrent lentement à la vie. La femelle, après une gestation d'un peu plus d'un mois, donne naissance à plusieurs petits entièrement recouverts de fourrure et les yeux ouverts. Contrairement aux autres lagomorphes, les lièvres ne naissent pas aveugles ou sans défense. Ils sont prêts à bouger, à se cacher, à commencer leur apprentissage de l'évasion. Ils ne construisent pas de terrier. Les jeunes naissent dans des dépressions peu profondes du sol appelées lits. Là, ils restent cachés, séparés les uns des autres, afin de ne pas attirer l'attention des prédateurs. La mère leur rend visite uniquement pour les allaiter, à des heures de change, sans routine, pour ne pas laisser de traces évidentes. C'est une maternité faite de prudence, de distance et de stratégie. En grandissant, les jeunes apprennent à reconnaître le danger, à lire le vent, à anticiper les mouvements du ciel. Vos muscles deviennent plus forts. Sa fourrure s'adapte aux changements climatiques. En quelques semaines seulement, ils pourront se débrouiller seuls. Cependant, peu d'entre eux atteignent l'âge adulte. La vie en montagne est impitoyable. Mais ceux qui survivent deviennent experts dans l'art de s'échapper, l'art de ne pas se faire prendre, l'art de persister là où d'autres échouent. Le lièvre variable ne cherche pas la confrontation, pas de combat. Il ne se défend pas avec des griffes ou des crocs. Sa force réside dans sa discrétion, dans son humilité évolutive, dans son étonnante capacité à s'intégrer au monde sans l'altérer. Et c'est précisément ce qui le rend indispensable, car partout où il vit, il contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes alpins. C'est une proie essentielle pour de nombreux prédateurs. C'est un disperseur de graines. C'est un indicateur naturel de la santé de l'habitat. Leur présence ou leur absence témoignent de l'état de l'environnement. Lorsque le lièvre disparaît, c'est le signe que quelque chose s'est cassé. Aujourd'hui, malgré sa relative abondance, elle est confrontée à de nouvelles menaces. Le réchauffement climatique affecte les cycles de neige. Leur camouflage hivernal devient inutile si la neige disparaît prématurément. Le tourisme hivernal envahit leurs abris. Les stations de ski et les sentiers artificiels perturbent les itinéraires traditionnels. Et même si on le voit rarement, il est toujours proche. Regardez, caché, courir au loin, ne laissant que l'écho d'un saut, la marque fugace d'un corps qui s'éloigne. Alors que le soleil commence à se coucher derrière les crêtes rocheuses et que la température chute, le lièvre sort de sa cachette. Sentez l'air, écoutez le silence. Faites un saut, puis un autre. Et bientôt, il disparaît à nouveau, comme une brise qui effleure à peine le sol. Personne ne l'applaudit, personne ne l'admire. Mais il est toujours là, jour après jour, nuit après nuit. Survivre là-haut, là où la vie est un exercice d'équilibre, là où chaque battement de cœur compte. Car dans les Alpes, tous les héros n'ont pas de griffes. Certains ont simplement de longues jambes, des oreilles fines et une détermination silencieuse à ne jamais abandonner. Alors que les courants d'air s'élèvent des vallées glacées vers les sommets balayés par le vent, une silhouette dorée glisse majestueusement sur le vide. Il ne flotte pas, il ne lutte pas contre l'air. Il flotte simplement, suspendu dans l'espace comme un fragment vivant du paysage. C'est l'aigle royal, le souverain incontesté du ciel alpin. Son envergure peut atteindre 2,5 mètres. Son plumage, brun foncé avec des reflets dorés sur la nuque, resplendit lorsque la lumière du soleil perce la brume matinale. Ses griffes puissantes et courbées sont des armes conçues pour tenir, déchirer et tuer. Mais sa véritable force ne réside pas dans la violence, c'est dans sa patience, dans son calcul, dans sa maîtrise absolue du vent et de l'attente. De son point de vue sur les falaises les plus inaccessibles, l'aigle observe,
rien n'échappe à son regard perçant. D'une hauteur vertigineuse, il est capable de détecter le moindre mouvement d'une marmotte distraite, d'un lièvre confiant, voire d'un jeune chamois descendant maladroitement une pente raide. Ses yeux, 5 fois plus puissants que ceux des humains, lui permettent de lire le monde avec des détails impossibles. Chaque ombre, chaque vibration, chaque éclair est enregistré, analysé, interprété. Il ne chasse pas par impulsion. Il ne saute pas dans le vide avec la précipitation d'un novice. Plan. Attendez. Choisir. L'énergie, en montagne, est trop précieuse pour être gaspillée en erreur. Lorsqu'il attaque, il le fait avec une certitude brutale. Il replie ses ailes, plonge à plus de 200 km à l'heure et, au dernier moment, déploie ses serres pour capturer sa proie avec une violence et une précision qui ne laissent aucune place à la fuite. Toutes les chasses ne se terminent pas par un succès. Certaines proies parviennent à l'éviter. Certaines évasions se transforment en courses-poursuites aériennes au-dessus des gorges, en duels silencieux d'endurance et de ruse. Mais l'aigle, patient, ne désespère pas. Chaque tentative ratée n'est qu'un prélude à la suivante. Leur régime alimentaire est varié. Marmottes, lièvres alpins, oiseaux de taille moyenne et même jeunes chamois font partie de leur menu. En hiver, lorsque la vie se cache sous la neige, l'aigle n'hésite pas à recourir à la charogne. Sa vue perçante lui permet de trouver des carcasses cachées dans le paysage blanc, des restes de proies abandonnées par les loups ou des chutes naturelles. Car au sommet, l'opportunisme n'est pas un défaut, mais une vertu. L'aigle royal ne domine pas seulement les airs, elle domine également le territoire. Chaque couple établit un domaine qui peut couvrir jusqu'à 150 km², une zone qu'ils patrouillent sans relâche, marquant leur présence par des vols cérémoniels, des combats aériens et des veillées constantes. La loyauté entre compagnons est un autre de ses traits les plus remarquables. Une fois formé, le couple d'aigles reste uni pour la vie. Ensemble, ils défendent leur territoire. Ensemble, ils chassent. Ensemble, ils construisent et entretiennent le nid. Une immense structure de branches, d'os et de végétation située sur des corniches rocheuses inaccessibles. Ce nid, appelé aire, peut atteindre plusieurs mètres de diamètre et peut être utilisé pendant des générations, le renforçant année après année. La saison de reproduction commence à la fin de l'hiver. La femelle pond 1 ou 2 œufs, mais généralement un seul des poussins survit. Ce n'est pas une question de manque de nourriture, mais de sélection naturelle. Le plus fort, le plus prompt à réclamer de la nourriture, déplace son frère. Une bataille silencieuse menée dès le berceau, où la survie récompense la force et la détermination. Les premiers mois de la vie sont critiques. L'aiglon, dépourvu de véritables plumes, est entièrement dépendant de ses parents. La femelle reste dans le nid pour le protéger, tandis que le mâle s'occupe de la chasse. Chaque livraison de nourriture est une victoire en soi. Une marmotte cueillie d'une falaise, un lièvre capturé dans un saut parfait, un pigeon abattu en plein vol. Au fil des semaines, le jeune aigle renforce ses muscles, apprend à déployer ses ailes et s'exerce à des sauts maladroits sur le bord du nid. Et finalement, un jour d'été, poussé par un instinct plus fort que la peur, il se jette dans le vide. Ce n'est pas un vol parfait. C'est un battement maladroit et chaotique. Mais c'est le début de son règne. La mortalité juvénile est élevée. Apprendre à chasser n'est pas un don immédiat. Beaucoup de jeunes meurent avant d'y parvenir. Mais ceux qui survivent, qui parviennent à maîtriser l'art de planer, de traquer et de capturer, deviennent les nouveaux souverains des vents alpins. Cependant, même l'aigle royal n'est pas intouchable. Les menaces humaines sont constantes. Les lignes électriques, les développements touristiques et les activités de montagne perturbent leur territoire traditionnel. La réduction des proies naturelles, causée par la pression du bétail ou la chasse sportive, affecte également leur succès reproducteur. Et même si elles bénéficient désormais d'une protection juridique dans la plupart des pays alpins, leurs effectifs restent fragiles et dépendent d'une conservation active de leur habitat. L'aigle, fier, résiste. Ils s'adaptent. Ils apprennent à coexister, à modifier leur trajectoire de vol, à rechercher des proies alternatives. Mais chaque fois qu'un nid est abandonné, chaque fois qu'une falaise cesse d'être un foyer, l'écosystème perd plus qu'un simple oiseau. Elle perd l'un de ses architectes invisibles, l'un de ses plus anciens gardiens. Malgré tout, tant qu'il y aura des vallées sans nom, des sommets oubliés, des pentes balayées par le vent, l'aigle royal restera. Voler haut, là où même l'œil humain ne peut l'atteindre. Bravant les tempêtes, chevauchant les courants invisibles qui traversent les montagnes.
Lorsque le vent siffle à travers les rochers et que les nuages se séparent, révélant des fragments de ciel bleu, il suffit de lever les yeux. Parfois, si vous avez de la chance, vous pouvez voir une ombre dorée flotter dans l'air. Il ne flotte pas, il ne s'enfuit pas, regarde juste. Et alors on comprend que peu importe combien de chemins on trace, combien de sommets on conquiert, combien de frontières on invente. Dans les Alpes, le véritable souverain n'a besoin ni de trône, ni de couronne. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du vent, du ciel et de votre propre grandeur. La Reine du Ciel ne demande pas la permission. Cela existe, tout simplement. Et leur existence suffit à nous rappeler qu'en haut, la loi reste sauvage, libre et indomptée. Alors que le soleil commence à réchauffer les prairies alpines et que la neige recule lentement vers les plus hauts sommets, un murmure subtil s'éveille sous la terre. Ce n'est pas le rugissement d'un grand prédateur ni le bourdonnement du vent entre les rochers. C'est un son plus discret, plus intime, annonçant le réveil d'un des habitants les plus emblématiques des montagnes, la marmotte alpine. Depuis des mois, ces créatures dorment sous la glace, abritées dans des terriers complexes creusés dans les pentes les plus ensoleillées. Là, dans des tunnels chauds et protégés, ils ont survécu à l'hiver grâce à une profonde léthargie, abaissant leur rythme cardiaque à quelques battements par minute et réduisant leur température corporelle à presque égaler celle du sol gelé. Dans cet état d'hibernation, suspendus entre la vie et le sommeil, les marmottes ont enduré la saison la plus cruelle. Mais maintenant, alors que le sol commence à dégeler et que les premières pousses vertes apparaissent entre les pierres, les marmottes se réveillent. Ils émergent titubants, maigres, affamés, leurs moustaches encore recouvertes de terre humide. La première chose qu'ils font est d'inspecter les environs, de renifler l'air, d'écouter. Car même si l'hiver s'est calmé, les dangers rôdent toujours. La marmotte alpine est un animal d'apparence robuste, avec un corps trapu, une fourrure épaisse et des pattes fortes adaptées pour creuser. Il peut atteindre jusqu'à 8 kilos en été, lorsque son corps se prépare à stocker l'énergie nécessaire à la prochaine hibernation. Leur vie s'articule autour d'un cycle immuable de veille, d'alimentation, d'observation et enfin de sommeil à nouveau sous terre. Ils vivent dans des communautés familiales très soudées, organisées en territoires qu'ils défendent vigoureusement contre les autres groupes. Chaque colonie dispose d'un système de terriers interconnectés, véritable forteresse souterraine qui protège la famille des prédateurs et des conditions météorologiques extrêmes. Ces terriers ne sont pas improvisés. Ils comportent des chambres de repos, des tunnels d'évacuation, des entrées d'aération et même des chambres spécifiques pour accumuler de l'herbe sèche qui servira de litière pendant l'hibernation. Durant la journée, les marmottes alternent entre alimentation et surveillance. Ils se déplacent lentement dans les prairies, à la recherche d'herbes, de fleurs, de racines et de tiges succulentes. Leurs incisives poussent continuellement, adaptées à ronger tout type de végétation fibreuse. Ils mangent en grande quantité pendant la saison chaude, transformant la nourriture en une couche de graisse essentielle pour survivre à l'hiver suivant. Mais pendant qu'ils mangent, ils ne baissent jamais leur garde. Il y a toujours un guetteur, une marmotte dressée sur ses pattes arrière, scrutant l'horizon à la recherche de menaces. Sa vue est perçante et son ouïe encore plus perçante. Au moindre signe de danger, le guetteur émet un sifflement court et aigu qui perce la vallée. Au premier bruit, toutes les marmottes se figent. À la seconde où ils se précipitent vers leur terrier. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils laissent derrière eux. La survie est la priorité absolue, car dans les Alpes, le danger peut venir de partout. Depuis le ciel, les aigles royaux patrouillent sans relâche, à la recherche de proies distraites. Depuis le sol, les renards rôdent, profitant de la moindre insouciance. Il arrive même que des loups traquent les colonies, espérant attraper un retardataire. La défense de la marmotte ne réside pas dans le combat, mais dans la prévention. Sa courte vitesse, sa connaissance du terrain et surtout sa capacité à anticiper les attaques sont ses meilleures armes. Et lorsqu'il parvient à atteindre son terrier, le prédateur parvient rarement à l'attraper. Les tunnels sont trop étroits pour un renard, trop profonds pour un aigle. Et si une entrée est compromise, il y a toujours une autre sortie. En plus de leur vigilance constante, les marmottes utilisent une gamme complexe de vocalisation pour communiquer. Tous les sifflets ne sont pas identiques. Il existe des appels spécifiques pour les menaces aériennes
et d'autres pour les prédateurs terrestres. Il existe des tonalités d'avertissement urgentes et d'autres qui sont de simples alertes. Chaque son, chaque variation, a une signification claire pour les membres de la colonie. La reproduction a lieu peu de temps après le réveil de l'hibernation. L'accouplement est bref mais crucial, car la fenêtre d'opportunité est limitée. Les femelles donnent naissance en été, dans les chambres les plus profondes et les plus sûres des terriers. Les chiots naissent aveugles, nus et complètement dépendants. Pendant des semaines, ils restent cachés, nourris exclusivement au lait maternel. Lorsqu'ils sortent enfin, ce sont de petites boules de poils, curieuses et maladroites. Leur apprentissage est accéléré. Ils doivent comprendre rapidement les panneaux d'avertissement, les itinéraires vers les abris, les dangers invisibles qui se cachent au-delà des prairies fleuries. Dans le monde de la marmotte, il n'y a pas de place pour une innocence prolongée. À mesure que l'été avance, les jeunes marmottes grandissent rapidement. Ils participent à des tâches de surveillance, apprennent les limites du territoire et explorent sous la supervision d'un adulte. La communauté fonctionne comme un tout, un organisme collectif où chaque membre a sa place et sa fonction. Mais l'abondance est éphémère. Lorsque les nuits commencent à se rafraîchir à nouveau, lorsque la couleur des herbes passe du vert vif à l'or délavé, les marmottes comprennent que le temps presse. Leur instinct les pousse à intensifier leur alimentation, à stocker chaque gramme de graisse possible. Le corps demande de toute urgence une préparation au long sommeil qui approche. Puis, petit à petit, les entrées des terriers se ferment. Ils sont scellés avec de la terre, de l'herbe, des pierres. À l'intérieur, la famille se blottit ensemble, partageant la chaleur et réduisant les mouvements. Le cœur bat plus lentement. La respiration devient imperceptible. La vie s'arrête. Dehors, l'hiver reprendra ses droits sur les montagnes. La neige recouvrira les entrées cachées. Le vent balayera les vallées. Les prédateurs chercheront d'autres proies. Et pendant 6 longs mois, les marmottes ne seront plus que des ombres endormies sous terre. Cependant, son héritage n'est pas celui de la fragilité. La marmotte est un symbole de résilience alpine, de la capacité à s'adapter à des rythmes qui ne se mesurent pas en jours ou en saisons, mais en cycles éternels de vie, de mort et de renaissance. C'est un rappel que l'intelligence ne se mesure pas toujours à la férocité, mais aussi à la prudence. Cette force ne réside pas toujours dans l'agression, mais dans la coopération. Aujourd'hui, les marmottes continuent de résister, même si leur monde change. L'expansion humaine, le tourisme de masse et le changement climatique affectent leurs prairies, modifient leur accès à la nourriture et perturbent les rythmes ancestraux qui guident leur vie depuis des millénaires. Mais tant qu'il y aura des coins isolés, tant qu'il y aura des collines et des vallées intactes où l'herbe pousse librement, la voix de la marmotte continuera de résonner. Court, précis, incomparable. Une étincelle de vie au milieu des pierres. Un témoignage du fait que, même dans les territoires les plus hostiles, l'ingéniosité et la communauté l'emportent sur la brutalité. Et quand le printemps reviendra, quand la glace reculera et que la vie se réveillera à nouveau, les marmottes ressortiront. Avec des pas maladroits, avec des yeux attentifs, avec des cœurs qui ont appris à battre au rythme patient de la montagne. Sur les plus hauts sommets des Alpes, là où les falaises se déchirent contre le ciel et où la végétation parvient à peine à s'accrocher à la pierre nue, vit un maître de la verticalité. Une créature qui a transformé des pentes impossibles en sentiers naturels, des falaises abruptes en terrain de jeu et la menace de tomber en une simple condition du paysage. C'est le chamois, l'esprit agile et silencieux des cimes. Le chamois n'est pas un animal comme les autres. C'est une merveille d'adaptation. Son corps compact, aux muscles puissants mais souples, est fait pour la montagne. Leurs pattes courtes et robustes se terminent par des sabots durs à l'extérieur et mous à l'intérieur, agissant comme des ventouses qui adhèrent aux rochers. Son équilibre défie la logique. Sa vitesse sur un terrain impossible semble se moquer de la gravité. Avec une fourrure brune en été et plus grise et plus épaisse en hiver, le chamois sait se protéger du vent mordant et des chutes de neige soudaines. Ses cornes noires, recourbées vers l'arrière en un arc élégant, sont les mêmes chez les mâles et les femelles, bien qu'elles soient plus grandes chez les premiers. Ce ne sont pas des armes de combat excessives comme celles des autres ongulés.
Ils sont des symboles de maturité, des outils de défense et, dans les moments critiques, des instruments de domination discrète. Vivre en haute altitude a un prix. La nourriture est rare, l'exposition aux éléments est constante et les prédateurs rôdent sur terre et dans le ciel. Mais le chamois a perfectionné un mode de vie basé sur la mobilité et une vigilance perpétuelle. Il ne reste pas longtemps au même endroit. Il se déplace à différentes altitudes selon la saison, recherchant de jeunes herbes au printemps et des refuges sûrs en hiver. Les troupeaux sont petits, généralement composés de femelles et de leurs petits, tandis que les mâles adultes ont tendance à être plus solitaires, rejoignant des groupes pendant la saison des amours. La cohésion sociale est forte, basée sur la confiance et la communication visuelle. Un mouvement d'oreille, un changement de posture, suffisent à alerter tout le groupe. Le chamois ne baisse jamais complètement sa garde. Alors qu'il se nourrit de pousses, de lichens et de petits arbustes qui émergent d'entre les rochers, son corps est constamment tendu, prêt à sauter, à grimper, à disparaître. Au moindre signe de danger, qu'il s'agisse du battement d'ailes d'un aigle au-dessus de lui ou du craquement d'un prédateur parmi les pierres, le chamois s'enfuit dans une succession de sauts impossibles, gravissant des pentes qui seraient mortelles pour presque n'importe quel autre animal. C'est dans le mouvement que le chamois montre sa grandeur. Il peut courir à pleine vitesse sur des pentes de plus de 40 degrés, sauter de rocher en rocher avec une précision chirurgicale et s'arrêter sur un rebord de quelques centimètres de hauteur sans perdre l'équilibre. Son cœur bat vite, mais son esprit reste calme. Chaque saut est calculé, chaque poussée s'adapte au terrain. La chute est une possibilité, certes, mais le chamois en fait un risque assumé et non une certitude. La saison des amours commence à la fin de l'automne, lorsque les premiers grands froids annoncent l'arrivée de l'hiver. Les mâles descendent de leur territoire solitaire et recherchent les femelles. Les conflits sont inévitables, mais rarement fatals. Les combats consistent en des courses, des poussées latérales et des échanges de cornes rapides et violents. La force est importante, mais l'endurance, la stratégie et la capacité à lire votre adversaire le sont tout autant. Après la copulation, les femelles restent en gestation pendant près de 6 mois. La naissance a lieu au printemps, lorsque la terre commence à fondre sous la glace. Les jeunes, appelés chevreaux, naissent dans des endroits reculés, protégés des vents et des regards des prédateurs. En quelques heures, les chèvres peuvent se lever. En quelques jours, ils sautent et grimpent avec une habileté qui semblerait impossible chez de si jeunes créatures. Leur survie dépend de cet apprentissage accéléré. Chaque faux pas peut être fatal. Chaque distraction est une condamnation à mort. Mais la nature a doté le chamois d'un instinct de vie féroce, une étincelle d'agilité qui s'enflamme dès le premier souffle. L'hiver, cependant, est impitoyable. Lorsque la neige recouvre les alpages et que les températures chutent, les chamois descendent légèrement en altitude, cherchant des pentes où le vent a dégagé la neige et exposé un peu de nourriture. Ils se rassemblent dans des zones plus ensoleillées, restent actifs pendant la journée et se reposent pendant les nuits les plus dures. Votre métabolisme ralentit. Ils réduisent leurs mouvements. Ils conservent leur énergie comme un trésor vital. Mais même en période de pénurie, la vigilance ne cesse pas. Les prédateurs ne disparaissent jamais vraiment. Des loups patrouillent dans les cols de montagne. Des aigles royaux fondent sur les chèvres éparses. Les lynx glissent silencieusement à travers les ombres des rochers. Le chamois sait que la force ne le sauvera pas. Juste de la vitesse, de l'anticipation, la capacité de lire la montagne et de fusionner avec elle. Et lorsque les tempêtes font rage, lorsque les bourrasques transforment la neige en lames invisibles, le chamois ne cherche pas d'abri profond. Il se blottit contre les rochers, se protégeant du vent avec son propre corps, faisant confiance à sa fourrure, à sa résistance, à son instinct ancestral. Malgré sa force, le chamois est confronté à de nouvelles menaces qui ne sont pas munies de griffes et de crocs. La fragmentation de leur habitat, causée par les infrastructures humaines telles que les routes et les stations de ski, rend leur déplacement traditionnel difficile. L'essor du tourisme de montagne, bien qu'apparemment inoffensif, modifie leur comportement, les obligeant à changer d'itinéraire et à perdre l'accès à des sources de nourriture essentielles. De plus, les hivers de plus en plus imprévisibles, conséquence du changement climatique, affectent leur capacité à se préparer adéquatement aux saisons difficiles.
Mais le chamois résiste. Parce que sa vie a toujours été un pari contre toute attente. Parce que leur maison a toujours été au bord de l'abîme, là où la beauté et le danger s'entremêlent irrémédiablement. Quand on lève les yeux vers les parois rocheuses verticales, au milieu de la poussière de neige en suspension dans l'air, on peut parfois distinguer une minuscule silhouette, à peine un mouvement. Un corps qui défie les lois de la gravité, qui se déplace avec la confiance de quelqu'un qui appartient vraiment à cet endroit. C'est le chamois, se déplaçant parmi les falaises comme un esprit ancien, comme un battement de cœur de vie, où il semble que rien ne puisse survivre. Dans les Alpes, où le vent ne s'arrête jamais et la pierre ne cède jamais, le chamois rappelle à tous ceux qui l'observent que la vraie grandeur n'est pas toujours la plus visible. Parfois, c'est celui qui passe vite entre les rochers, celui qui défie le vide à chaque saut, celle qui s'accroche à la vie sans avoir besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. L'esprit des hauteurs perdure. Et tant qu'il y aura des sommets dénudés et des falaises balayées par le vent, les chamois continueront de danser sur les frontières invisibles où la vie et la mort se touchent à chaque pas. Là-haut dans le ciel alpin, là où l'air est rare et où les nuages effleurent les sommets comme s'ils voulaient se fondre dans la pierre, une ombre majestueuse décrit de larges cercles dans le firmament. Il ne se précipite pas, il ne s'agite pas. Il glisse solennellement, comme si la gravité elle-même lui rendait hommage. Il ne recherche pas de proie vivante, il ne chasse pas. Son règne ne repose pas sur le harcèlement ou la persécution, mais sur quelque chose de plus ancien, de plus nécessaire. Le cycle silencieux de la mort. C'est le gypaète barbu, l'ange oublié de la montagne, le collectionneur de restes, le gardien discret de l'équilibre naturel. Avec ses ailes déployées, il peut atteindre une envergure de près de 3 mètres. Son corps, recouvert de plumes allant du blanc à l'or rouille, semble baigner dans la lumière de l'aube. Sa tête, petite par rapport à son corps massif, se termine par des yeux rougeâtres intenses qui surveillent le terrain avec un calme patient. La barbe aux plumes noires sous son bec pointu lui donne une apparence ancienne, comme s'il s'agissait d'une créature d'un âge oublié. Mais c'est son régime alimentaire qui en fait une curiosité étonnante. Le gypaète barbu ne se nourrit pas de viande fraîche. Il ne rivalise pas non plus avec les restes mous d'une carcasse. Leur spécialité est l'os, cette partie dure, oubliée, méprisée par les autres charognards. Pendant que les loups et les renards déchirent les muscles, tandis que les corbeaux et les aigles déchirent les tendons, le vautour attend, patient, loin. Il sait que son heure viendra quand tout le monde en aura eu assez. Puis il descend avec dignité sur le cadavre abandonné. Avec son bec puissant, il arrache des os que d'autres n'ont pas touchés. S'ils sont petits, il les avale entiers. Son estomac, plus acide que celui de tout autre vertébré, peut dissoudre le tissu osseux en quelques heures, extrayant ainsi des nutriments vitaux que les autres ne peuvent pas utiliser. Si les os sont trop gros, il utilise une technique qui étonne les observateurs depuis des siècles. Il vole avec l'os dans ses griffes jusqu'à atteindre des hauteurs considérables. Puis il le relâche sur les rochers. 1, 2, 3 fois, si nécessaire, jusqu'à ce que l'os se brise en fragments gérables. C'est un acte d'intelligence pratique, d'adaptation comportementale, de maîtrise évolutive. Il n'y a aucun hasard dans ce geste. Juste un calcul précis, peaufiné par des générations de gypaètes barbus qui ont appris à survivre là où d'autres ont succombé. Leur présence ne permet pas seulement de débarrasser le paysage des débris qui pourraient propager des maladies. Cela symbolise également une fermeture, le point culminant du cycle de vie. Ce qui a commencé comme une vie vibrante est passé par la mort. Et maintenant, à travers le gypaète barbu, revient à la terre, transformé en énergie invisible. Malgré sa taille et son apparence redoutable, le gypaète barbu est une créature discrète. Il préfère les régions plus éloignées, loin de l'activité humaine, où les falaises verticales offrent des sites de nidification sûrs et les vallées cachées garantissent l'accès aux sources de nourriture. Leurs vols sont silencieux, ses mouvements mesurés. Il ne chasse pas, il ne poursuit pas. Attendez et récupérez. Sa vie est une méditation sur la patience et l'utilité. Chaque couple de gypaètes barbus contrôle un vaste territoire qui peut dépasser 100 km². Ils sont monogames et leur lien peut durer toute une vie. Ensemble, ils recherchent les endroits les plus inaccessibles pour construire leur nid, des falaises inaccessibles, protégées des éléments et des prédateurs terrestres.
La construction d'un nid est une tâche monumentale. Ils utilisent des branches sèches, de la laine de mouton, de la mousse, des os et toutes sortes de matériaux trouvés. Le résultat est une structure large et profonde qui est réparée et agrandie année après année. Dans cet abri suspendu entre la roche et le ciel, la femelle pond généralement 1 ou 2 œufs à la fin de l'hiver. L'incubation est longue et ardue, les 2 parents se relayant pour réchauffer les œufs et les protéger du froid glacial. En général, un seul des poussins survit. Le plus fort, le plus déterminé. La concurrence est brutale même dans le nid, car la survie dans les Alpes ne récompense pas la compassion, mais la force et la résilience. Pendant des mois, les parents nourrissent le jeune gypaète barbu avec des fragments d'os, lui apprenant à digérer ce que d'autres rejetteraient, le préparant à un destin dans lequel sa vie dépendra de sa capacité à lire le vent, à localiser la mort et à la transformer en vie. Il faut beaucoup de temps au jeune pour devenir indépendant. Il apprend d'abord à sauter d'un bord à l'autre, puis à planer maladroitement, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à se lancer dans le vol. Le taux de mortalité juvénile est élevé. Beaucoup ne survivent pas au premier hiver, mais ceux qui parviennent à surmonter les premières épreuves deviennent de véritables seigneurs du ciel. Pendant des siècles, le gypaète barbu a été l'objet de mythes et de superstitions. On disait qu'il attaquait les agneaux, qu'il prenait les enfants, qu'il causait le malheur. Des histoires nées de la peur de l'incompris, de l'incapacité à accepter qu'un être aussi imposant puisse se nourrir uniquement d'os. Ces légendes ont conduit à leur persécution systématique en Europe. Il a été chassé, empoisonné et chassé de vastes zones de son territoire ancestral. Au début du XXe siècle, il avait presque complètement disparu des Alpes. Mais la nature, lorsqu'elle en a l'occasion, trouve des moyens de guérir. Grâce à des programmes de réintroduction et à un changement de perception du public, le gypaète barbu est de retour. Depuis les années 1980, des spécimens élevés en captivité sont relâchés dans des endroits stratégiques des Alpes. Les premiers vols de ces pionniers furent timides et incertains, mais petit à petit, génération après génération, les gypaètes barbus ont reconquis le ciel qui leur appartenait autrefois. Aujourd'hui, bien que leur nombre reste faible, il est possible de les voir à nouveau planer au-dessus de vallées oubliées, accomplissant leurs rituels aériens sur les sommets, accomplissant silencieusement leur mission de clôturer les cycles de la vie. Lorsque vous levez les yeux et voyez cette ombre majestueuse glisser sans effort à travers les courants ascendants, lorsque vous entendez le battement lent et puissant de ses ailes par une journée venteuse, vous comprenez que vous ne voyez pas simplement un oiseau. Vous êtes témoin d'un acte de rédemption naturelle. Un murmure d'espoir dans un monde qui oublie si souvent ses gardiens les plus silencieux. Le gypaète barbu n'a besoin ni d'applaudissements, ni de monuments. Sa fuite est sa proclamation. Son existence, une élégante résistance contre l'oubli. Dans les Alpes, où le temps semble se mesurer en âge géologique, l'ange charognard continue d'écrire son histoire. Une histoire qui ne parle pas de mort, mais de continuité. Du respect de la vie sous toutes ses formes, de la certitude que même les os, même ceux qui semblent inertes, ont un rôle sacré dans la grande structure du monde. Et tant que les montagnes continueront de s'élever vers le ciel, tant que les vallées continueront de cacher des secrets sous la neige, le gypaète barbu restera là, planant au-dessus de nous, nous rappelant que dans la mort il y a aussi la beauté, et dans la patience, une forme d'immortalité. Quand la forêt devient dense, quand les arbres poussent si près les uns des autres qu'ils laissent à peine passer la lumière, quand la mousse recouvre la pierre et que le silence devient épais comme du brouillard, un fantôme apparaît. Il ne laisse aucune trace visible. Il ne fait aucun bruit. Cela n'éveille pas de soupçons. Il se tient simplement là, fusionné avec le paysage, observant, mesurant, attendant. C'est le lynx, le chasseur le plus insaisissable des Alpes. De tous les prédateurs qui peuplent les montagnes, le lynx est peut-être le plus mystérieux. Il n'a pas le caractère spectaculaire de l'aigle ni la présence dominante du loup. Il ne rugit pas, il ne hurle pas, il ne marque pas son pas avec force. Son pouvoir réside dans son invisibilité, sa furtivité absolue et sa patience apparemment inhumaine. C'est un maître de la traque, un artiste du camouflage, un prédateur qui chasse tranquillement et disparaît sans laisser de traces.
Son corps agile et musclé est un chef-d'œuvre d'évolution pour se déplacer dans les fourrés. Il peut peser jusqu'à 30 kilos, mais sa démarche est si légère que même les feuilles sèches ne craquent pas sous ses pattes. Son pelage tacheté et changeant selon les saisons le rend impossible à distinguer parmi les feuilles, les troncs d'arbres et la neige. Ses pattes larges et rembourrées lui permettent de se déplacer gracieusement même dans la neige profonde, là où d'autres animaux s'enfoncent ou se fatiguent. Mais ce qui ressort le plus, c'est son regard. Ses yeux dorés, aux pupilles noires verticales, semblent percer la matière. Ils sont conçus pour chasser dans des conditions de faible luminosité, pour détecter le moindre mouvement, pour voir là où les autres ne font que deviner. Et à côté de ses yeux, les oreilles couronnées d'une touffe de poils noirs. Ils ne sont pas simplement décoratifs. Ils agissent comme des récepteurs directionnels, amplifiant les sons de l'environnement et affinant la perception. Chaque craquement, chaque souffle, chaque murmure d'ailes est enregistré. Le lynx est un chasseur solitaire. Cela ne dépend pas d'un troupeau, ni de tactiques collectives. Il chasse seul, choisissant des proies de taille moyenne, lièvres, marmottes, jeunes chevreuils, grands oiseaux. Sa méthode est presque toujours la même, traquer, attendre et faire un saut périlleux. Il s'approche sans être vu, se cachant derrière des buissons, parmi des troncs tombés ou des zones surélevées du terrain, et lorsqu'il est à quelques mètres de sa cible, il se lance avec une puissance brutale, attrapant sa proie avec ses griffes courbées et puissantes. Il ne poursuit pas, cela ne s'épuise pas, chassé en un seul mouvement, précis, mortel. Il traîne ensuite sa proie dans un endroit isolé. Il mange ce dont il a besoin et le recouvre parfois de feuilles ou de neige pour y revenir plus tard. Ce n'est pas un animal glouton. Leur rythme alimentaire est lent et rituel. Il peut passer des jours sans chasser si la proie est suffisamment grosse. Et à ce moment-là, cela devient presque invisible, comme si cela n'était pas là. Mais c'est le cas, c'est toujours là. Les territoires des lynx sont vastes. Chaque individu a besoin de dizaines de kilomètres carrés pour vivre. Ils patrouillent constamment leur domaine, marquant avec de l'urine, frottant leurs joues contre les arbres, laissant des marques que seuls les autres lynx peuvent interpréter. Les contacts entre eux sont rares. Les rencontres sont rares et généralement brèves, sauf pendant la saison des amours. Au printemps, lorsque la neige commence à fondre et que la forêt retrouve son vert ancestral, les lynx recherchent des partenaires. Les mâles émettent des miaulements gutturaux qui brisent le silence de la forêt, un chant rauque qui voyage entre les arbres comme un écho d'un autre temps. Les femelles, réceptives pendant une courte période, répondent. Si la rencontre est consommée, ils se séparent peu après. Il n'y a pas de lien ultérieur. La progéniture sera sous la responsabilité exclusive de la mère. La gestation dure environ 2 mois. La femelle met bas dans une cachette protégée. Une crevasse dans la roche, un tronc creux, un nid naturel où l'obscurité et le silence garantissent la sécurité. Les chiots naissent aveugles et vulnérables. Pendant des semaines, ils ne quittent pas le refuge. Ils se nourrissent exclusivement de lait maternel et dépendent entièrement des soins de leur mère. Au fil des mois, les jeunes lynx commencent à quitter le refuge. Ils explorent d'abord les environs. Ensuite, ils accompagnent leur mère dans de courtes excursions. Ils observent comment ils chassent, comment ils se déplacent, comment ils choisissent ses cachettes. Ils apprennent par imitation, par instinct. Et quand l'hiver arrive, il faut être prêt. Parce que la mère, à un moment donné, les quittera, non pas par cruauté, mais parce que c'est comme ça depuis toujours. L'indépendance est la première exigence de survie. Tout le monde n'y parvient pas. L'hiver est rude et les erreurs sont coûteuses, mais ceux qui survivent à leur première année deviennent des chasseurs à part entière, prêts à revendiquer leur propre territoire et à perpétuer le cycle solitaire et sacré du lynx. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Pendant des siècles, le lynx a été considéré comme une menace pour la chasse humaine. Les chevreuils, les lièvres, les oiseaux qu'il chassait étaient considérés comme la propriété de l'homme. Il a été persécuté, exterminé, effacé de vastes régions d'Europe. Dans les Alpes, leur présence a complètement disparu dans de nombreuses régions. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, grâce à des programmes de réintroduction, qu'il est revenu dans ces forêts. Des spécimens élevés en captivité ou transportés d'autres régions ont été relâchés dans des zones protégées. Certains sont morts. D'autres se sont adaptés. Et quelques-uns, les plus discrets, les plus tenaces, ont réussi à fonder de nouvelles générations. Aujourd'hui, le lynx est de retour dans les Alpes. C'est toujours bizarre, toujours difficile à voir, mais c'est là.
Leur présence est détectée par des empreintes de pas dans la neige, par des traces de proie, par des images capturées par des pièges photographiques. Ils ne cherchent pas l'attention, ils ne demandent qu'un espace où ils puissent faire ce qu'il fait depuis des milliers d'années, chasser, se déplacer en silence, surveiller. Leur retour a eu des effets profonds sur l'écosystème. Là où le lynx revient, les populations de proies s'équilibrent, les forêts se régénèrent mieux, la chaîne alimentaire est complétée. Leur rôle, bien que subtil, est essentiel. Il agit comme un régulateur invisible, comme un médecin silencieux du paysage. Mais sa survie reste fragile. Il faut de grandes surfaces sans interruptions humaines. Les routes, l'urbanisation, le tourisme incontrôlé fragmentent leur habitat. Les animaux tués sur la route et la chasse illégale représentent toujours de réelles menaces. Et en tant que prédateur solitaire, sa reproduction est lente, son expansion prudente. Et pourtant, ça perdure. Parce que le lynx est patient. Vous n'avez pas besoin de le maîtriser immédiatement. Il vous faut juste un peu de forêt, un peu de temps, un peu de silence. Quand la nuit tombe sur les Alpes et que la forêt devient un labyrinthe d'ombre, le lynx se glisse entre les troncs comme une pensée, comme une idée ancienne dont personne ne se souvient mais que tout le monde pressent. Cela ne fait aucun bruit, cela ne laisse aucune trace. Mais quand vous l'avez vu, même une seule fois, vous savez que vous avez été témoin de quelque chose de plus qu'un animal. Il a vu le gardien caché des montagnes. Le chasseur invisible continue de marcher. Et tant que ce sera le cas, les forêts resteront véritablement sauvages.